Chers collègues, nous poursuivons notre cycle d'audition avec Madame Claire Hédon, défenseur des droits, et que je remercie de s'être rendue disponible pour nous, malgré un agenda que l'on m'a dit, mais que je sais très chargé. Vous êtes accompagné de Monsieur Daniel Agazinski, délégué général à la médiation, et Antoine Touron, conseiller parlementaire. Je rappelle tout d'abord que cette audition donnera lieu à un compte-rendu écrit qui sera annexé à notre rapport et que son enregistrement vidéo, qui est en train de se dérouler, est accessible en direct sur le site du Sénat et pourra être consulté par la suite en VOD. Madame la défenseure des droits, dans votre rapport annuel de 2022, il est écrit « L'égal accès effectif de toutes et de tous aux services publics ne peut être un simple objectif de politique publique parmi d'autres. Il constitue le socle de ce que notre pays doit à chacun de ses habitants, la condition nécessaire pour former une société de citoyens libres, égaux et fraternels. » Cette phrase reflète parfaitement l'objectif de notre mission. De même, vous alertez régulièrement sur le fait que la dématérialisation des services publics, et c'est écrit dans un rapport de 2024, ne doit pas se faire au détriment des droits des usagers et de l'égalité d'accès aux services publics. Là encore, nous vous rejoignons. En 2019 puis en 2023, vous avez enquêté sur l'accueil téléphonique dans les services publics. En 2024, vous avez publié un état des lieux des droits des usagers des services publics. Autant de raisons de vous entendre aujourd'hui. Nadège Havet, notre rapporteur, va d'abord vous rappeler nos principales interrogations, puis je vous donnerai la parole en vous laissant vous organiser comme vous le souhaitez avec Monsieur Agazinski, et nous aurons ensuite un temps d'échange avec mes collègues sénatrices et sénateurs qui, au fil de ce qui se passe à l'Assemblée, se libèrent, enfin à l'Assemblée, dans notre hémicycle, se libèrent pour nous rejoindre. Ma chère Nadège, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la défenseure des droits, bienvenue. Désolée on va vous faire pas mal parler. Vous avez des difficultés avec votre voix aujourd'hui, on s'en excuse. Vous avez reçu en amont de cette audition un questionnaire complet dont les réponses sont attendues avec beaucoup d'intérêt. Je rappelle que nous avons pris le parti avec le président de ne pas traiter les questions relatives à l'accès des étrangers aux services publics, car nous avons considéré en fait qu'il s'agissait d'une problématique en soi, et nous ne méconnaissons d'ailleurs ni l'importance ni la complexité, mais voilà, le champ nous devons choisir certains champs. Nous aimerions savoir ce que révèlent les réclamations adressées aux défenseurs des droits sur le fonctionnement de nos services publics. Par exemple, quels sont les champs de l'action publique plus particulièrement concernés par les saisines ? Nous avons également besoin d'avoir votre éclairage sur la dématérialisation des services, plus particulièrement en fait votre vision sur les conseillers numériques. Et d'après vous, y a-t-il, selon vous, des modifications législatives à engager pour améliorer l'accès de nos services publics? Puis je reviendrai ensuite sur différentes questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai perdu ma voix entre la Guyane et ici, où j'étais allée voir les difficultés d'accès aux services publics aussi outre-mer. Merci beaucoup et de l'intérêt que vous portez à cette question, qui est une grande part de notre travail. Et permettez-moi d'abord peut-être de dire un mot plus général sur l'institution et ce qu'on observe dans nos réclamations. Vous le savez qu'on a une institution inscrite dans la Constitution
Et la loi de 2011 dit bien nos deux missions principales, celle de protéger les droits, donc c'est bien de traiter nos réclamations dans nos domaines de compétences, mais aussi promouvoir les droits et les libertés. Et je trouve que c'est important d'insister là-dessus, parce que le législateur, dès le début, a pensé qu'on n'était pas là que pour résoudre des cas individuels, mais bien pour dire, à partir de ce qu'on observe, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les droits soient mieux respectés. Et c'est vraiment à ce titre-là, d'abord qu'on est entendu dans ce genre d'enceinte, mais qu'on rend aussi des avis au Parlement, qu'on fait mener des recherches sur des difficultés qu'on peut voir poindre, mais qu'on n'a pas forcément dans nos réclamations, et qu'on fait un certain nombre de rapports, dont certains que vous avez déjà cités sur nos rapports, entre autres, dématérialisation. Les 5 domaines de compétences, vous les savez, c'est droits des usagers de services publics, et je le dis tout de suite, c'est 90% de nos réclamations. Voilà, clairement. Le reste se répartit sur la question de la lutte contre les discriminations, la protection des droits des enfants. Nous sommes l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité et protection et orientation des lanceurs d'alerte. Compétence qui nous a été rajoutée en 2016, renforcée en 2022 par la loi Waserman. Donc 2024, c'est 141 000 réclamations. Et ces réclamations, un mot sur la façon de les traiter, dans 80% des cas, nous partons en médiation, qui aboutit dans les 3/4 des cas. Notre mode premier, c'est la médiation, qui n'est pas toujours facile, qui évite quand même une judiciarisation de certains conflits. C'est un facteur d'apaisement, cette médiation. Ça crée de la cohésion sociale quand on rétablit les gens dans leurs droits. Et quand la médiation n'est pas possible, nous rendons des décisions avec de forts pouvoirs d'enquête et nous avons aussi la possibilité de faire des observations devant les tribunaux. Et dans tous ces domaines d'usagers de services publics, on va utiliser en fait tous nos domaines de compétences. On démarre évidemment par la médiation, mais ça peut nous arriver aussi de rendre des décisions après du contradictoire et de faire des observations devant les tribunaux. Une spécificité de l'institution, c'est 260 agents majoritairement au siège et 630 délégués territoriaux que souvent vous connaissez sur vos territoires, qui sont des bénévoles et qui accueillent les réclamants en présentiel. C'est une de nos grandes forces. Ce qu'on préconise comme point d'entrée dans les services publics, on se l'est appliqué à nous-mêmes avec plusieurs moyens de nous saisir. Le rendez-vous physique avec nos délégués, évidemment le site internet et aussi le téléphone. Et on est un service gratuit de proximité. Les principaux motifs de saisine de notre institution depuis des années sont un peu toujours les mêmes. Absence de réponse de l'administration, absence d'écoute et de prise en considération des arguments de l'usager, délai de traitement ou de réponse et défaut d'information. Et pour nous, il y a toujours une origine qui est commune là-dessus, c'est vraiment l'éloignement des services publics. Voilà comme introduction générale sur l'institution. Après, j'en viens très directement à la question de la dématérialisation et de l'ambivalence des démarches administratives. La dématérialisation, c'est à la fois un outil de simplification, mais qui, de fait, comporte des risques d'exclure une partie de la population. Ce n'est pas à vous qu'il faut dire que les services publics incarnent l'accès aux droits. Ils les rendent vraiment concrets, accessibles. Et nous, ce qu'on constate, c'est une forme d'éloignement de ces services publics et qui va plutôt en s'aggravant, même si on dira un mot des France Services qui ont amélioré en partie la situation. Et la dématérialisation, quand elle est mal pensée, mal conçue dans l'outil informatique, ce qu'on va voir, mais aussi quand elle devient la voie exclusive, et en fait, elle contribue à éloigner un certain nombre de personnes du service public, à les égarer dans des procédures qui sont parfois complexes. Je pense évidemment à MaPrimeRénov', j'y reviendrai. Je pense aussi aux demandes de titres de séjour étrangers, et je suis désolée, j'y reviendrai quand même, parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais ça provoque des ruptures de droit et ça maintient les personnes dans une insécurité administrative. Vous l'avez dit, l'institution a rendu un certain nombre de rapports sur ces questions. Si je prends dématérialisation vraiment pure, 2019, c'est le premier rapport dématérialisation. 2022, un rapport suite, 3 ans après, où en est-on ? Et précisément en 2024 sur la nef, c'est-à-dire on ne va pas faire un 3e rapport dématérialisation, mais sur des situations très précises. Et donc la nef, je vous rappelle, l'administration numérique des étrangers en France. Et nous prenons vraiment ce sujet à cœur parce que vraiment on considère que les services publics ont un rôle essentiel dans notre société. Ils garantissent l'accès aux droits, à tous les droits, éducation, santé, logement, justice. Ils assurent aussi une redistribution des richesses et des biens en faveur de groupes sociaux, de familles, de personnes qui peuvent être éloignées du droit, aussi de zones géographiques. Et ça suppose qu'ils fonctionnent correctement, qu'ils garantissent une égalité d'accès,
une continuité d'action et qui s'adapte aux besoins des personnes. Et quand on revient sur les questions de dématérialisation, et je vais y revenir, là, on a plutôt demandé à l'usager de s'adapter, plutôt que le service public de s'adapter à l'usager. Évidemment, cette dématérialisation, alors on va le dire tout de suite, hein, c'est une chance pour un certain nombre de démarches. Il ne s'agit pas de critiquer dans sa globalité la question de la dématérialisation, mais pour des personnes qui sont plus éloignées du droit, plus en difficulté, ça éloigne encore plus du droit. Je voudrais vous citer la dernière étude du CREDOC. 44% des personnes en France disent être en difficulté pour faire des démarches numériques. C'est 44%, j'ai vu CREDOC, voilà. On est près à la moitié. Donc dans ce contexte, ça ne peut pas être la seule porte d'entrée dans le service public. Ce n'est pas possible. Et évidemment, ça contribue au non-recours. Je vous redonne 2 chiffres de non-recours. C'est 50% sur le minimum vieillesse et c'est environ un tiers sur le RSA. Dans nos recommandations pour renforcer les garanties d'accès au droit, le droit à une information adaptée, claire et compréhensible. Le droit à l'erreur, qui est reconnu, on l'avait recommandé en 2017, elle a été reconnue en 2018 dans la loi ESSOC. Elle n'est pas toujours effective dans ce que nous voyons dans nos réclamations. Le droit à un recours effectif et la protection des usagers en cas de problème technique dans une démarche dématérialisée pour qu'ils ne soient pas responsables, eux, du non-aboutissement de la démarche. Quand il y a eu un bug ou une difficulté. Là-dessus, je salue évidemment toutes les démarches d'aller vers. Il y en a des très intéressantes. Je pense évidemment à l'expérimentation de territoire zéro non-recours. Je pense aussi à ce que j'ai vu en Guyane, la pirogue du droit, où les France Service va avec une pirogue au plus près. Et là, je pense, je les ai suivis à Camopi, où il y a aussi un de nos délégués qui fait une permanence. Et là, c'est un France Service très intéressant parce que ce sont des représentants directement de la CAF, des impôts, qui partent à 4 heures en pirogue pour aller pendant 4 jours au-devant des usagers. Et nous, la question du aller vers, on le fait tout le temps. On le fait dans des places au droit où on va à la rencontre des usagers. Et puis, nos délégués cherchent à être le plus présents au plus près des personnes en difficulté. Une difficulté flagrante, je voudrais en venir à MaPrimeRénov', mais que voilà, il y a pas mal de choses que vous voyez aussi dans vos permanences. Hein. On n'a pas de doute sur le fait qu'on voit des choses communes. Donc, le dispositif, vous le connaissez, il a été mis en place en 2020. Intégralement dématérialisé, alors qu'il s'agit plutôt de populations en difficulté, puisque c'est sous condition de ressources. C'est plus de 3000 dossiers aujourd'hui aux défenseurs des droits, des difficultés pour les usagers à entrer en contact avec un interlocuteur et des difficultés lors des contrôles. Les difficultés qu'on a relevées, c'est l'impossibilité de créer un compte ou un dossier, l'impossibilité de déposer en ligne des pièces justificatives, l'impossibilité de modifier les éléments du dossier et finalement d'engager les travaux. Et évidemment, ça conduit les usagers les plus précaires à se retrouver dans une situation encore plus difficile. Je suis frappée de ce que sur les impôts, on a un très très bon exemple où on peut à tout moment modifier sa déclaration. Donc en fait, on sait faire. Et c'est intéressant, voilà. Et nous voyons un certain nombre de choses, et dont MaPrimeRénov', mais je dirais exactement la même chose sur la nef, où les gens ne peuvent pas modifier quand ils ont besoin. Et certains usagers ont par exemple engagé des rénovations après avoir reçu l'accusé de réception qui autorise le démarrage des travaux, et ils sont toujours en attente du remboursement depuis plusieurs années. Et ils ont été dans l'impossibilité de finaliser leur demande sur le site. Et alors, je reçois maintenant aussi des courriers de parlementaires qui m'alertent sur cette question-là, parce qu'ils ont aussi des administrés dans leur circonscription avec des difficultés. C'est vraiment l'effet pervers du tout dématérialisé. Dans toute sa splendeur, nous redisons qu'il faut pouvoir déposer un dossier papier. Et c'est absolument impératif. Tant qu'on a 44% de la population qui se dit en difficulté avec les démarches numériques, je ne pense pas qu'on puisse aller plus vite. Et ce n'est pas que les personnes âgées, les jeunes aussi sont en difficulté. Donc on avait rendu une décision en 2022 avec un certain nombre de recommandations sur le fait que la réalisation de démarches justement dématérialisées doivent pouvoir être une possibilité ouverte à l'usager, mais pas exclusive.
Et nous avons fait un certain nombre de recommandations à l'ANA. On reçoit encore des dossiers. Nous allons reprendre contact là avec l'ANA puisqu'on a encore des difficultés à avoir des réponses de l'ANA. J'ai bien compris que vous ne vouliez pas parler des usagers étrangers, mais vous me permettez, je vais quand même vous en dire un mot. Le droit des étrangers, en fait, quand je parle droit des étrangers, je devrais dire titre de séjour. Et quand je dis titre de séjour, c'est renouvellement de titre de séjour. C'était 10% de nos réclamations en 2019. C'est un quart en 2023. C'est un tiers en 2024. Et si je prends les premiers mois de l'année, c'est 38%. C'est pour nous absolument effrayant. On avait rencontré des problèmes équivalents avec le permis de conduire il y a 5 ans. Alors, dans une proportion moindre, mais on avait vu vraiment pointer des difficultés. En 2 ans, ça a été réglé. Là, ça fait 4 ans qu'on alerte sur cette question et on ne voit pas de solution. Concrètement, ça a des répercussions très concrètes sur la vie des personnes. Perte du droit au séjour, perte de l'emploi, suspension des aides sociales, difficulté d'accès aux soins, rupture de scolarisation des enfants. Je vous parle là, dans les 3/4 des cas de nos réclamations, de gens qui ont déjà un titre de séjour, qui demandent le renouvellement, qui sont mis en situation irrégulière par l'administration. Et quand je dis ça, je n'ai pas de critique contre les agents dans les préfectures, ni contre les préfets qui sont eux-mêmes mis à mal par manque d'effectifs pour traiter les dossiers. Et là, je vous en dis quand même un mot, parce que c'est assez flagrant, d'un défaut d'abord de conception du logiciel. Ça ne permet pas de conserver l'historique complet des démarches réalisées. Impossibilité pour l'usager de répondre à une demande de pièces complémentaires. Pas la possibilité de la compléter, de la modifier, mais la compléter, de la modifier, ça veut dire par exemple donner un changement d'adresse, un changement de numéro de téléphone. Et la question des victimes de violences et surtout des auteurs de violences qui prennent le contrôle sur la boîte de la personne et qui empêchent la personne de faire des démarches. Et puis là-dessus, donc ça c'est vraiment la conception du logiciel, et puis là-dessus des bugs techniques, impossibilité de télécharger un document, voire d'un seul coup son dossier clos arbitrairement sans comprendre pourquoi, impossibilité de déposer une demande de titre de séjour en ligne au motif que leur titre précédent n'est pas considéré par le système informatique comme étant récupéré alors qu'il l'a été. Perte de mot de passe, ça arrive à tout le monde et qui n'arrive pas à recevoir le lien, pièce transmise et jamais reçue. On a eu des exemples d'un étudiant vietnamien qui est resté 2 ans sans titre de séjour avec une cascade comme ça de difficultés. Je redis que c'est essentiel de reconnaître le droit d'effectuer toute démarche par un autre canal que le numérique. Voilà, j'entends que vous ne vous êtes pas penché sur cette question-là, mais ils sont usagers de services publics et on est sur un dysfonctionnement qui est absolument massif, voilà, et sur lequel on n'a pas de réponse à la hauteur pour l'instant. Et une de nos recommandations là-dessus, c'est le renouvellement automatique des attestations de prolongation d'instruction, ces API, qui, puisqu'on a un système informatique, elle pourrait être renouvelée automatiquement et qui désengorgerait les préfectures. Tant que vous avez l'API, vous restez en situation régulière pour le cas des renouvellements de carte de séjour. Et les préfectures sont obligées de les renouveler tous les 3 mois. Et nous, quand les gens se retrouvent en situation irrégulière, c'est qu'elle n'a pas été renouvelée, cette API. Mais ça n'a pas de sens dans les préfectures de le renouveler tous les 3 mois. Un système automatique serait intéressant. Je ne vous cache pas que le ministre nous a répondu de l'Intérieur aujourd'hui qu'il n'était pas favorable à cette solution. Mais ce qu'on veut bien, c'est une solution. Alors, dans ces cas-là, de renfort massif des moyens dans les préfectures pour pouvoir traiter les dossiers à temps. Je vous ai dit que j'allais vous reparler des France Service. Il n'y a pas de doute que c'est une avancée, les espaces France Service, mais il y a une répartition inégale des structures France Service. Je pense que vous avez déjà aussi connaissance du rapport de la Cour des comptes là-dessus, qui rejoint à peu près nos constats et nos recommandations. D'abord, on est présent avec nos délégués dans à peu près 150 espaces France Service. On a évidemment, vous l'avez bien compris, une impossibilité totale à être présent dans l'ensemble des espaces France Service, parce que moi, je n'ai pas 2840 délégués. Donc, mais on est présent dans 150 espaces France Service. Et ce que nous pouvons observer, en zone rurale, ça fonctionne relativement bien, parce que le lien avec le back-office fonctionne bien. Tout est dans le lien. Dans les espaces France Service, ce n'est pas des agents des CAF, hein, c'est mon exception de la pirogue en Guyane, hein, mais ce n'est pas des agents de la CAF, de la CPAM ou des impôts. Hein. Et donc, ils n'ont pas accès au dossier. Et donc, s'il n'y a pas un lien facile avec ces différents services publics, ça ne fonctionne pas. En zone rurale, il y a une tension moindre dans ces différents services publics, donc ils arrivent à répondre. Dans les quartiers défavorisés, dans les banlieues,
les services publics sont eux-mêmes en difficulté pour répondre et donc, de fait, ont plus de mal à répondre aux espaces France Service. Et puis, nous sommes inquiets de continuer à observer des fermetures de guichets et des fermetures de guichets dans des services publics sous le prétexte qu'il y a un espace France Service à côté. Mais c'est quand même pas le même service. Et juste... non, je vous l'ai dit pas. Il faut vraiment avoir conscience que les agents n'ont pas accès au dossier, qu'ils apportent donc une aide de première intention, entre autres liée à la dématérialisation, mais qu'ils ne peuvent pas traiter le dossier. Et quand il y a un problème sur le fond, ils ne peuvent pas intervenir. Je dis ça. Ah oui, et puis le dernier... Et puis, on continue à recommander, du coup, parce que quand même les espaces France Service fonctionnent pas mal, que les démarches liées au titre de séjour puissent être ouvertes dans les France Service, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Hein, mais on comprend bien pourquoi, c'est qu'elles risqueraient d'être engorgées, hein, comme on peut l'être. Je voudrais vous mettre un dernier focus dans la partie dématérialisation sur les PANG. Vous voyez, les points d'accès non gérés. Ça s'appelle une gare sans guichet, en fait. Et on a été alerté par point d'accès non géré, PANG, P-A-N-G, point d'accès non géré, c'est une gare sans guichet. Voilà. Mais c'est plus joli de dire PANG qu'une gare sans guichet. Et en fait, on a été alerté, on a été saisi par des personnes qui se sont retrouvées verbalisées dans le train, alors qu'elles avaient, souvent pour le coup des personnes âgées, l'habitude dans ces PANG, puisqu'elles n'arrivaient pas à prendre de billets, qu'elles n'avaient pas forcément cet outil-là pour prendre le billet. Du coup, elles montaient dans le train, elles allaient directement vers le contrôleur prendre le billet, et elles se sont vues avoir surtaxé une amende. Et donc, on a été saisi. Et donc, on a rendu une décision dans laquelle, on préconisait de limiter la suppression des guichets dans les gares, en particulier dans le réseau TER, et le cas échéant dans ces PANG, de mettre en place des distributeurs automatiques de titres de transport, mais surtout de veiller à leur maintenance. Parce qu'en fait, évidemment, il y a un certain nombre de fois où il ne fonctionne pas, et de porter à la connaissance des voyageurs les barèmes de régularisation lors de la montée dans le train, et évidemment d'informer aussi les contrôleurs qu'à partir du moment où la personne vient au-devant d'eux, qu'il n'y ait pas une amende. Là, ça fait partie des choses qu'on ne voit quasiment plus pour l'instant. On ne sait pas quelle est la réalité de ce qui continue ou pas. Voilà, je vous remercie vraiment sur cette mission d'information parce que j'espère qu'elle va contribuer à montrer ce que nous, on observe d'un éloignement des services publics, aussi de proposer des solutions pour y remédier. Et je voudrais insister sur le fait que c'est un enjeu tant pour les QPV que pour les zones rurales. Et là, on est quand même dans des points communs d'éloignement des services publics entre les deux. Je crois vraiment que l'accès de tous les usagers aux services publics, c'est un marqueur de notre société, un marqueur de cohésion sociale, et qu'en défendant nos services publics, on défend notre propre unité. Voilà. Merci, Madame et on est Hénon. prêt à répondre à vos questions avec Daniel, parce que moi, je pense que je perds complètement ma voix. Reprenez un peu d'eau, là. Éric. Oui, merci, Président. Madame la Défenseure des droits, vous en avez beaucoup parlé. La numérisation de la totalité des services publics n'a pas entraîné une accessibilité à 100% et a laissé sur le côté bon nombre de nos concitoyens. Alors, sur le côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il n'y a pas de formation ou d'éducation particulière aux démarches administratives. On ne sait pas faire, c'est que de la démarche empirique. C'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. C'est un accès limité ensuite aux droits élémentaires de nos concitoyens, la plupart des droits, puis surtout, notamment pour les publics les plus fragiles. Et puis, même si ça va mieux, c'est aussi des jugements qui ne sont pas appliqués dans les bons délais. Donc, quelqu'un qui a le permis de conduire qui est supprimé, enfin qui est suspendu pendant 3 mois, c'est pas normal qu'il ait 6 mois de retrait. Alors, les maisons France Service, ça a été une réelle avancée sur les territoires ruraux. Ils font un boulot énorme, mais un boulot qui n'est certainement pas suffisant. J'ai peut-être oublié aussi quelque chose, c'est que le fait d'avoir un manque d'accès aux services publics, c'est aussi un refuge vers le vote extrême. On a souvent une corrélation entre le vote extrême et l'absence de service. Et puis là-dedans, il y a un État qui n'est pas toujours facilitateur. Et pourtant,
l'État, sur certains domaines, sait faire. Ce n'est pas facilitateur parce que l'ergonomie des sites est souvent désastreuse. Il faut comprendre, il n'y a pas un site qui ressemble à un autre et c'est souvent difficile d'aller au bout. Mais on a vu que ça marchait pas mal, notamment pour les impôts, vous l'avez dit. Aujourd'hui, on a changé finalement de regard. Avant, on avait la trouille, on avait la peur de remplir sa déclaration d'impôt parce qu'on avait peur de se tromper. Aujourd'hui, avec ce retour en arrière, déjà, on a moins l'appréhension. On peut essayer, même quand on n'est pas sûr de soi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est différent. Et moi, je ne sais pas s'il faut avoir peur du numérique ou si, au contraire, on ne doit pas se dire à un moment que... Enfin, je provoque un peu. Est-ce que plus de numérique, ça ne facilitera pas les démarches? Est-ce que demain, l'intelligence artificielle, elle n'évitera pas justement toutes ces démarches-là et elle ne permettra pas d'aller dans... éviter justement le fait de souvent face à des obstacles. Merci, Président. J'ai noté 44% des personnes en difficulté face au numérique. Est-ce que vous incluez dedans les personnes en situation de handicap? Puisqu'on sait qu'ils sont particulièrement exclus des services publics et notamment de l'accessibilité qui devrait être universelle et qui ne l'est pas. Merci. Ronan? Oui. Que je commence à répondre, d'accord. Alors, je vous réponds tout de suite sur la question du handicap. C'est vraiment les chiffres du CREDOC qui prend l'ensemble de la population. Et nous, dans les rapports sur la dématérialisation, on avait bien dit l'ensemble des personnes qui sont concernées avec ces difficultés numériques. Évidemment, les personnes âgées, mais aussi les jeunes, contrairement à ce qu'on veut bien penser, les personnes en situation de handicap. Et vous avez raison de le dire, avec encore un grand nombre de sites qui ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est évidemment les étrangers quand il y a un souci de langue, c'est les personnes précaires. Et puis, en fait, c'est chacun d'entre nous. Quand ça bug, quand vous avez un problème, c'est chacun d'entre nous. Si vous ne pouvez pas contacter quelqu'un quand on est en difficulté, évidemment que ça compte. Et c'est pour ça que le CREDOC arrive à ce chiffre de 44% qui dit avoir des difficultés pour faire des démarches numériques. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive à ce chiffre-là. Et sur les questions handicap, par exemple, la question de l'accessibilité des sites de services publics, ce serait déjà la base que tous soient accessibles. Il y a des normes très précises d'accessibilité, on se les a appliquées à nous. Ça prend du temps et de l'argent, je ne vous cache pas, mais ça bénéficie à tous aussi. Il faut quand même avoir conscience que plus on fait du clair et du facile, plus ça sert à tout le monde. Je suis convaincue que la difficulté d'accès aux services publics, de façon générale, contribue à une forme de colère contre la société et d'incompréhension, parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi l'autre a réussi sa démarche et pas soi. Et la question de l'intelligence artificielle, je ne sais pas si elle va résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire, j'ai du mal à croire à une société sans bug. On en a un en ce moment sur la question, vous savez, des aides sociales à la source automatique. Et là, en ce moment, il y a des départements où on a des bugs. Ça veut dire que des gens n'ont pas le RSA là pendant 15 jours. Donc, je ne suis pas encore convaincue que ça va répondre à tout. Et alors après, sur l'intelligence artificielle, évidemment qu'il va y avoir des choses intéressantes et des progrès. Enfin voilà, il s'agit pareil pas de critiquer l'ensemble. On a 2 bémols, nous, sur l'utilisation de l'IA. Un, les risques discriminatoires dans son fonctionnement, à la fois dans sa conception, mais aussi dans la façon dont il s'autogère. Et puis le deuxième point, c'est à quel moment l'usager sait qu'il y a une décision qui a été prise intégralement par l'intelligence artificielle ou pas. Je vous donne juste l'exemple d'Affelnet. On a été saisi d'une situation de parents qui ne comprenaient pas pourquoi leur enfant n'était pas affecté dès le premier tour à Affelnet, alors que c'était plutôt une bonne élève. Et quand il a demandé des informations, d'abord il a mis un temps fou à les avoir, mais surtout il s'est aperçu qu'il y avait eu 0 partout. S'il y avait eu une intervention humaine, et on nous garantit que sur Affelnet, il y a toujours une intervention humaine, s'il y avait eu une intervention humaine, personne ne se serait dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Et donc là aussi, l'usager, il a besoin de savoir quand il y a intervention humaine et pourquoi il y a des recours. Tu veux peut-être compléter sur l'IA? Oui, sur l'IA et plus largement sur la question qui est au cœur de la dématérialisation, qui est le maintien de la dimension relationnelle du service public. Et cette dimension relationnelle du service public, on voit bien que France Service essaye d'y répondre post-dématérialisation en mettant du lien humain avec des personnes en face des personnes. Et on en voit aussi les limites
avec ce qui était évoqué tout à l'heure sur le fait que la personne n'a accès qu'à quelqu'un qui l'aide aux démarches finalement, mais qui n'est pas l'interlocuteur du fond du service public, celui qui peut intervenir sur le dossier, qui a accès et qui a la possibilité de traiter vraiment la demande. Et l'IA finalement, elle est une illusion de relation de service public. Elle peut évidemment là aussi faciliter à la marge la traduction pour la langue étrangère, la traduction en langage naturel, un certain nombre de demandes. Mais ce qui nous apparaît, nous, dans les réclamations qu'on saisit, et puis que j'imagine est perçu dans un grand nombre de permanences, c'est le besoin de contact, le besoin d'un échange avec quelqu'un qui peut véritablement intervenir sur une situation, et le risque qui pointe avec certains aspects de la logique de France Service, c'est d'une division assez radicale entre, d'un côté, des personnes qui sont chargées de l'accueil du public, qui n'ont pas de pouvoir de traitement et de front office, et de l'autre, un back-office d'administration retranché derrière des murs, retranché derrière des applis, retranché derrière des interfaces qui les mettent à distance et qui ne sont, elles, jamais en relation avec le public. Et si ce canal se perd, c'est la dimension relationnelle du service public qui se perd, et même en remettant de l'IA, qui peut faciliter à certains aspects, au-delà des garde-fous que la défenseur a présentés, ça ne répondrait pas à cet objectif qui fait partie du service public. D'ailleurs, nos délégués nous disent beaucoup qu'ils voient arriver les réclamants disant « Enfin, je peux rencontrer quelqu'un. Enfin, je peux parler à quelqu'un. » Ronan ? Oui, Eric en a parlé aussi. Il y a donc le site des impôts qu'on trouve merveilleux jusqu'à ce qu'on ait la note finale, où là, des fois, on est un peu déçu quand même. Mais en tout cas, il fonctionne extrêmement bien et c'est l'expérience de tout le monde. Donc moi, ma question, c'est pourquoi celui-là fonctionne aussi bien et d'autres beaucoup moins bien? Est-ce que ça veut dire que c'est parce que Bercy met beaucoup plus de moyens, y compris, puisqu'on peut poser des questions et on nous répond assez vite, et je pense que là, c'est pas une IA, mais une vraie personne qui nous répond. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de gens derrière, tout simplement, et que donc, finalement, là, il y a un ratio moyen personnes mobilisées satisfaisant qu'on n'a pas sur d'autres sites, mais c'est peut-être une autre raison. Et ma deuxième question, c'est, puisque vous avez parlé de ma prime rénov', moi je vous aurais bien rajouté les certificats d'économie d'énergie aussi. C'est parce que je fais partie des gens qui ont fait des études. J'ai quand même pris quelqu'un pour monter le dossier C2E. J'étais incapable de le faire, tellement c'était long et compliqué. Donc, ma question, c'est, à partir du moment où vous intervenez en disant, là, de toute évidence, il y a un problème, est-ce que ça change les choses? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un dialogue avec l'administration? Vous êtes en capacité quand même, pas juste d'une alerte un peu grognon en disant ça va pas votre truc, et puis ça n'avance pas beaucoup, ou est-ce que là, il y a quand même un vrai dialogue et une amélioration régulière? C'est-à-dire, en clair, c'est quoi votre niveau de dialogue aujourd'hui avec l'administration? Et concernant ma prime rénov', là c'est une question plus factuelle, est-ce qu'ils ont réussi à résorber ou est-ce qu'on en est encore loin? Mais là c'est une question plus factuelle, c'est plus les questions structurelles qui m'intéressent. Juste sur ma prime rénov', on a encore des réclamations et souvent plutôt des choses un peu anciennes qui n'arrivent pas à se résoudre. Donc je pense qu'il y a quand même eu une amélioration, mais on reste dans du intégralement dématérialisé quand même. Hein. Donc toujours pas la possibilité. Parce que l'ouverture qui a été faite à France Service, c'est juste pour accompagner à la démarche numérisée. C'est pas dépôt dossier papier, ce qu'on avait, nous, recommandé. Alors, sur les impôts, je trouve qu'il faudrait aller leur demander. Mais petite impression que nous avons, c'est que je pense qu'il y a eu dématérialisation et il n'y a pas eu diminution des effectifs au même moment. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il fallait faire les choses en 2 temps, et l'impression qu'on a eue, c'est que ça a été plus fait en 2 temps pour les impôts, qu'ils se sont peut-être un peu plus protégés. Serait-on plus motivé pour récupérer de l'argent que pour en donner? On a le droit de se poser, cette question. Mais je trouve qu'on a en tout cas un exemple d'un site qui fonctionne, sur lequel, quand on a une difficulté, on peut joindre quelqu'un. C'est pour moi un bon exemple de service public accessible et bien conçu. Et c'est vrai que si on reprend ma prime rénov' ou la nef, il y a un problème de conception de départ. Enfin, vraiment. Moi, j'ai eu une préfète quand même qui m'a dit « Nous n'avons pas vocation à être les bêta-testeurs du système de la nef ». C'est-à-dire qu'en gros, elle me disait « Moi, j'ai des agents qui remplissent l'intégralité du dossier et d'un seul coup, ça bug, tout est perdu, il faut tout recommencer ».
Donc c'est ça que ça veut dire. Et notre dialogue, et je vais laisser le délégué général à la médiation qui dirige aussi le réseau répondre plus sur nos dialogues avec ces services publics, ils sont constants. Parce que, évidemment, quand on est saisi d'une réclamation, d'abord, il faut que la personne ait déjà fait une première démarche avec le service public en question. Elle est en difficulté. Soit elle n'a pas de réponse, soit elle a une réponse qu'elle ne comprend pas, soit il y a des questions, toute la question des indus. On est beaucoup saisis sur des questions d'indus avec accusation de fraude. Et nous, quand on mène l'enquête, c'est une erreur et pas une fraude. C'est pour ça que je vous disais, la loi ESSOC, elle a du mal, la reconnaissance du droit à l'erreur, elle a quand même encore du mal à pénétrer dans les services publics. Et donc, ces liens avec les différents services publics, ils se jouent à plusieurs niveaux. Ils se jouent évidemment avec les têtes de pont au niveau national, et dans mes échanges de moi, Daniel, avec eux, mais aussi de nos délégués localement, avec la CAF locale, pour dénouer. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on part dans 80% des cas en médiation, et dans les 3 quarts, on arrive à régler. Donc ça veut dire quoi? Qu'en tout cas, le service public en question nous répond, cherche à résoudre le problème. Alors, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas des moments où on trouve qu'ils ne nous répondent pas assez bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais très régulièrement dans l'ensemble des territoires pour à la fois rencontrer nos délégués et rencontrer les services publics. Quand j'étais là en Guyane, j'ai évidemment vu nos délégués, mais j'ai vu aussi l'ensemble des services publics pour les difficultés qu'il peut y avoir à certains moments, justement, de nos réponses. Quand j'étais en Corse, quelques difficultés avant que j'arrive sur les réponses de la MSA, mais le fait que j'arrive permet d'avoir des réponses de la MSA. Donc oui, très régulièrement, et Daniel fait aussi beaucoup ce travail en tête de pont du réseau, d'aller sur place. Tu peux peut-être compléter? Non, beaucoup a été dit. L'enjeu, nous, lorsqu'on s'adresse aux décideurs publics qui organisent les services publics, c'est de leur apporter un retour sur l'expérience délicate et problématique de l'usager qui vient à nous pour que des modifications puissent être mises en œuvre. Il y en a sur lesquelles on peut le faire assez facilement, il y en a d'autres qui sont à un niveau technique sur lequel on n'a évidemment pas de compétences spécifiques. En revanche, ce qui est en jeu, c'est la question de l'attention qui est portée à l'usager. Et on voit bien là des asymétries entre les services. Vous citiez les impôts, effectivement. L'enjeu du non-recours aux services fiscaux, il est assez crucial. Et je pense qu'il y a une divergence des attentions portées aux usagers. Et je me permets de dire dans ce cadre-là que l'attention portée aux usagers étrangers aujourd'hui, qui sont des usagers d'un service public auquel ils sont tenus de recourir en plus, est aujourd'hui extrêmement moins forte que celle qui est apportée à d'autres usagers, dans France Service, ailleurs. Et on ne peut que trouver dommage qu'il ne soit pas, pour la partie de la relation de service public, pris en compte dans les réflexions de la Commission. On le fait, nous, dans le dialogue au fil de l'eau avec les institutions, avec des sujets qui tiennent à la fois aux évolutions de la réglementation, lorsqu'il nous apparaît que des règles font obstacle à l'application de principes généraux, et aussi dans des questions qui relèvent tout simplement du design, parce que finalement, c'est de ça, quand on va parler d'accès au service public, on va parler de design numérique, de répartition des guichets, et c'est ça qu'on essaye de leur faire... qu'on les aide à percevoir. En général, ce sont des sujets qu'ils perçoivent déjà de façon globale, mais pour lesquels on va les aider à mesurer effectivement l'impact sur les usagers. Et parfois, on a effectivement des propositions de solutions. C'est ce qui était dans le rapport que vous avez cité de juin 2024. C'est la synthèse des recommandations qu'on a adressées aux services publics pour assurer un meilleur respect des droits de l'usager. Un petit mot en complément sur la clarification du langage. Nous sommes impressionnés de courriers qui sont vraiment complexes, compliqués, que même nous et nos délégués ont du mal à comprendre, et évidemment l'usager encore plus. Et c'est un gros travail, la clarification. On sait, parce qu'on fait des recommandations, mais on essaie de se les appliquer aussi à nous-mêmes. Donc on s'est lancé dans tout un travail de clarification, d'abord de notre site internet, de notre formulaire de saisine, des courriers qu'on renvoie aux réclamants en demandant des pièces supplémentaires. Ça prend beaucoup de temps, c'est faisable, mais ça fait gagner du temps à terme. Et honnêtement, là, on est encore très souvent dans un langage abscon, et je pense particulièrement CAF et assurance maladie sur ces questions-là. Marianne. Monsieur le Président. Moi, j'étais impressionnée par les chiffres que vous avez donnés sur le non-recours, 50% sur le minimum vieillesse et 1/3 sur le RSA, parce que c'est ce qui permet de survivre au quotidien, quand même, ces allocations-là. Et on pourrait pousser le trait jusqu'à dire que c'est... limiter l'accès aux droits est une manière de gérer des ressources limitées.
si on était un peu cynique parce que lorsqu'on interpelle, voilà, parce qu'on est... Je n'ose l'imaginer. Mais c'est aussi, moi j'étais conseillère départementale, lorsqu'on interpellait le président sur le 1 tiers aujourd'hui, où certes, Monsieur le Président a à juste titre recherché les fraudeurs au RSA, mais recherchons de l'autre côté ceux qui n'y ont pas accès. Mais si demain d'ailleurs, tous ceux qui devaient avoir accès au RSA l'avaient, les départements... Voilà, il y aurait quelques factures à régler de la part de l'État au département. Mais bon, moi, je partage cette idée que de toute façon, le service public, si à un moment donné, la relation humaine n'existe pas, par définition, le service public, c'est s'adapter à une demande et essayer de la faire de l'accorder au droit, qui est en face. Et donc, je pense qu'elle est essentielle. Surtout que... Pour les agents publics, je pense qu'il y a une perte de sens de leur travail qui est assez terrible. Et j'imagine qu'en back-office, il doit y avoir une manière... je n'ose imaginer... il y a une perte de sens du travail. Et donc, une manière d'effectuer le service qui doit être également impactée par cette perte de sens. Et quand il y a quelques services publics d'ouverts avec des personnes, je ne sais pas si la mesure de la violence à l'égard des agents publics, puisqu'en face de vous, vous avez des personnes qui sont à bout et je pense que c'est générateur de violence à l'égard des agents publics comme de ceux à qui qu'on peut avoir en face de soi. Je voulais vous interroger sur le travail fait par les associations qui font de l'Aller Vert et les communes qui mettent aussi à disposition souvent leurs propres agents pour accompagner. Comment est-ce que c'est un palliatif? Comment c'est réellement une véritable aide? Comment la conforter? Quels soucis ça pose? Bon, il y a un transfert financier réel, mais en même temps, c'est une présence humaine qui permet de débloquer des moyens, qui permet de débloquer l'accès au droit. Je vais rebondir d'abord sur la question de la perte de sens. On est très frappé par ça, les agents dans les préfectures, avec un turnover absolument impressionnant. Et du coup, de personnes qui ne sont pas suffisamment formées et en grande difficulté pour traiter. Et je crois absolument que c'est une partie du problème. Sur la question donc du Aller Vert et du travail des associations, je trouve qu'on assiste quand même avec la dématérialisation à un report de charges sur l'usager, mais aussi sur les associations qui font à la place et qui remplissent les dossiers à la place de ce que faisait avant l'agent. Un certain nombre d'assistantes sociales, d'ailleurs, de travailleurs sociaux s'en plaignent aussi, à quel point ça a augmenté leur travail. Donc oui, les associations, elles servent de relais, mais je trouve que ça a une limite au bout d'un moment. Elles ont des difficultés, elles aussi, de fonctionnement. Mais ce qu'on a pu observer, nous, dans le Aller Vert, donc puisqu'on est sur cette pirogue, on est aussi sur certains bus France Service, le Aller Vert fonctionne. Hein, et c'est même... absolument incroyable de ce que ça permet, l'accès au droit, et ça résout des problèmes. Donc oui, absolument convaincu du Aller Vert, parce qu'il y a et entre autres en zone rurale, un vrai problème de déplacement. Marie-Lise. Merci, Monsieur le Président. Oui, moi, ma question, j'ai vu que vous traitiez 141 000 demandes, ce qui est quand même énorme, avec à la fois des bénévoles et des salariés. J'aimerais savoir si vous faites un traitement statistique de votre travail. Est-ce que, par exemple, vous savez quel est votre taux de réussite des dossiers pour lesquels vous êtes arrivé à aller jusqu'au bout? En combien de temps, en moyenne, vous mettez? Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous n'aboutissez pas? Et quelles en sont les raisons? Et vous, puisque bon, le but n'est pas que votre boulot s'amplifie d'année en année, quelles seraient les préconisations que vous feriez pour justement que l'accès aux services publics soit plus facile? Voilà. Alors, l'augmentation des réclamations, quand je suis arrivée en 2020, c'était 100 000. Et donc, c'est 141 000 maintenant. Donc, vous voyez la progression, elle reste énorme. Difficile pour nous à absorber avec nos moyens. Hein. Clairement, on a créé une institution comme celle-là. On l'a inscrite dans la Constitution.
mais on ne lui donne pas tout à fait, franchement, les moyens de fonctionner suffisamment correctement. Mais sur le fond, par exemple, sur la nef, moi, ce que je veux, c'est qu'on règle le problème en préfecture. Hein. Enfin, moi, je veux qu'on règle le problème de renouvellement de carte de séjour et tout de suite, on verra une baisse. Le discours qui est tenu pour l'instant par le ministre de l'Intérieur sur la question de la dématérialisation, enfin de la nef, de l'administration numérique des étrangers en France, c'est que c'est en train de s'améliorer. Je ne vois absolument pas encore. Aujourd'hui, je me renseigne tous les jours, hein, enfin toutes les semaines, on fait un point. Je ne vois aucune amélioration, je vois une aggravation. Voilà. Donc il n'y a aucune amélioration. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit amélioré pour qu'on arrête d'avoir des réclamations qui, honnêtement, ça n'a pas de sens. Parce que là, on ne fait pas de la médiation, nos délégués. Je cherche juste à ce que le dossier soit traité en préfecture. Pour le coup, c'est pas de la médiation. Hein. Franchement, c'est... Et alors après, nos taux de réussite. Donc, vous avez raison, la question. Donc, dans 80% des cas, quand on part en médiation, elle aboutit dans les 3/4 des cas. Donc, on a des chiffres là-dessus. Après, sur nos décisions, c'est plus compliqué parce qu'en fait, ça prend du temps. Nous, on n'a pas de pouvoir de contrainte. On n'est pas la justice. On a vraiment été créé en complément de la justice. Et donc, évidemment, là-dessus, il y a des recommandations qui sont suivies, d'autres qui ne le sont pas. Mais on fait un état des lieux et surtout, on fait des rappels quand les recommandations ne sont pas suivies. Le temps, c'est l'éternelle question qu'on se pose. Très difficile. En fait, on ne rentre pas dans le fait de faire une moyenne sur les 140 000 parce que ça n'a pas beaucoup de sens suivant les interventions que nous menons. Je veux dire, une décision en discrimination, le temps des allers-retours du contradictoire ou une décision en déontologie des forces de sécurité. J'étais cet après-midi avec le collège déontologie. Il y en a, ça peut mettre 2-3 ans, mais ce n'est pas du tout le cas sur des interventions de nos délégués ou même du siège ou des questions qui peuvent se régler rapidement. Donc et une moyenne n'aurait pas de sens, donc on ne cherche pas à rentrer dans les moyennes. Du coup, ça me permet de vous dire un mot aussi dans notre fonctionnement, dans 3 domaines de compétences, déontologie, droits des enfants et discrimination. On a des collèges avec des personnalités nommées par le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, le premier président de la Cour de cassation, le vice-président du Conseil d'État. Et donc là, on avait un collège, 3 heures de collège où on présente 5 décisions. Et dedans, on a un ancien procureur, un ancien du Conseil d'État, un ancien DGPN, directeur général de la police nationale. Les échanges sont très, très riches aussi sur la perception de notre travail, de ce qu'on peut observer. Donc voilà, c'était l'occasion, puisque j'en sors, de vous dire aussi comment on fonctionne dans nos décisions. Tu veux compléter ? Oui, 2 points sur les stats de l'activité. Nous, on est prudent en partie parce qu'effectivement, c'est une activité essentiellement assurée par des bénévoles en région. Et donc là, l'appareil statistique doit être pris avec prudence à ce titre. On est en train de le faire monter en qualité pour que dans quelques années, on puisse vraiment améliorer la fiabilité de l'information qu'on donne sur les délais, le taux de réussite, le taux de réponse des services publics aux saisines qu'on leur adresse. Mais j'ajouterais aussi une prudence générale qu'il faut avoir sur les statistiques de traitement et de temps de traitement lorsqu'on prête attention à la moyenne. Nous, c'est un dialogue qu'on a beaucoup avec les grandes administrations qui se prévalent d'un taux moyen de 48 heures, d'un taux de réponse en 72 heures. Mais c'est évidemment important en termes de performance quand on est un acteur qui traite un grand volume de dossiers. Mais ce qu'on plaide, c'est de porter une attention aux situations marginales, aux situations qui sont celles qui vont susciter les ruptures de droits les plus graves, qui concernent peut-être 1, 2, 3% de la population, mais qui s'aggrave durablement si on est obsédé sur ces indicateurs moyens et qu'on veut améliorer l'indicateur moyen, qui ne se dégrade pas, ou médian, qui ne se dégrade pas si la marge se dégrade. Inversement, peut-être que parfois, ça vaut mieux d'avoir 72 heures de réponse moyenne plutôt que 48 heures si on évite les situations où des personnes mettent 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 18 mois pour la retraite parfois à traiter ces réponses-là. Donc oui au stat, évidemment, pour mesurer l'activité, mais ça fait partie des choses qu'on dit aux acteurs publics, puisque vous évoquiez tout à l'heure la question des recommandations qu'on leur fait, porter une attention constante aux situations extrêmes, marginales, dégradées, parce que ce sont parmi les révélateurs les plus puissants des dysfonctionnements d'un système. Je voudrais revenir en 2 secondes sur les taux de satisfaction. Sur les sites Internet, on vous demande si vous êtes content. Hein. Vous êtes content parce que vous avez réussi votre démarche jusqu'au bout. Mais quand l'assurance maladie vous demande si vous êtes content, oui. Et donc, en fait, nous, les réclamants qu'on a, ils ne sont pas arrivés au bout. Ils n'ont pas eu le temps de répondre s'ils étaient contents ou pas. Non, mais du coup, sur notre propre questionnaire, le formulaire de saisine, on a mis des moments de satisfaction à plusieurs moments dans le formulaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, vous alertez sur une des difficultés très fortes qu'on a, c'est sur la retraite
sur la CNAV et particulièrement Île-de-France, nous avons des réclamants qui mettent 6 mois, 1 an, 18 mois à toucher leur retraite. Ils sont à la retraite sans revenu. Voilà. Mais je pense que c'est aussi des services publics. Là, jamais d'accusation, moi, contre les services publics ni contre les agents. Ils sont eux-mêmes en difficulté, ils n'ont probablement pas suffisamment de monde pour traiter les dossiers. Olivia. Merci, Président. Ça me fait une belle transition. Je suis sénatrice des Français de l'étranger, Madame la défenseur des droits. Et je commence par vous remercier, l'institution, les 4 délégués qui s'occupent bénévolement des Français de l'étranger, qui sont des anciens diplomates. Et mon Dieu, quel dévouement et quelle utilité. Je les réunis assez régulièrement pour avoir les remontées, ce sur quoi ils sont le plus saisis. C'est très précieux d'avoir cette espèce de centralisation parce que... Et vous êtes un peu superwoman parce que régulièrement, moi, je suis saisie de gens qui me disent si ça continue, je saisis la défenseur des droits. Alors, bon, je pense qu'il y a aussi parfois une mauvaise compréhension du rôle de l'institution parce qu'il y a une petite confusion avec la justice, comme si c'était une sorte de biais. Bon, voilà, ça mérite d'être expliqué aussi. Mais que c'est précieux de vous avoir et merci de ce que vous faites pour les Français à l'étranger. Je voulais juste rebondir sur la CNAV Île-de-France. Les dossiers qui sont traités en dernier pour être les plus compliqués sont ceux qui ont eu des carrières hachées à l'étranger. Donc on sait bien, c'est les pires. Et donc on a des gens qui restent parfois 3 ans sans percevoir quoi que ce soit. Merci d'être sur le coup. Et je rebondis sur la difficulté pour régulariser les titres de séjour. On a fait un rapport sur les femmes à la rue à la délégation aux droits des femmes et ça faisait partie de nos recommandations d'avoir un guichet spécial à la préfecture parce que oui, on crée de l'irrégularité et ces femmes se retrouvent à la rue. Il y en a qui en meurent, donc et même si elles en meurent pas, c'est des violences insoutenables et elles ont souvent des enfants avec elles. On se rend pas compte des conséquences que ça a. Et vous avez raison d'en parler, même si, et je me range à l'avis du président et de notre cher rapporteur, ça n'est pas dans le périmètre de cette mission, c'est un vrai sujet. J'ai pas tant de questions, à part vous demander en quoi on peut vous être utile pour faire caisse de résonance. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Parce que moi, vous m'aidez beaucoup. Alors oui, vous pouvez nous aider sur 2 choses. 1, on est mal connu du grand public. Il y a un vrai enjeu de se faire connaître, premier point. Et deuxièmement, je vais vous parler très directement de notre budget. Enfin non, mais ça devient un vrai problème. Il y a un moment, il va falloir accepter qu'on a un rôle essentiel de cohésion sociale, que vous avez besoin de nous, et que donc il nous faut pour ça un budget qui soit suffisamment conséquent. C'est une bataille absolument tous les ans pour budget et effectif. Je voulais ce que vous avez dit me fait rebondir sur 2 points. On a été frappé dans l'institution quand je suis arrivée du nombre de clôtures qu'on fait de dossiers où les gens ne répondent pas à nos demandes de pièces supplémentaires. Et évidemment, ça nous a intrigués. On s'est beaucoup dit, ils comprennent peut-être pas ce qu'on demande. Mais quand on a fait travailler les cliniques du droit dans les universités là-dessus, et c'est très intéressant, une partie, le problème avait été résolu parce qu'ils avaient juste dit qu'ils avaient saisi le défenseur des droits. Donc ça, c'est un petit effet qui, pour nous, est évidemment intéressant. Et puis, un peu en marge de tout ce qu'on s'est dit, quand on a travaillé sur la médiation préalable obligatoire, il y a eu des expérimentations dans certains départements et on y a participé sur la partie APL et RSA. Et nous, quand on a fait le bilan de cette expérimentation, on est allé demander aux usagers ce qu'ils ont pensé. Donc, je vous le dis aussi directement, parce que je suis désolée, mais Pôle emploi, à l'époque, n'a pas fait ce travail de demander aux usagers ce qu'ils en pensent. Quand on fait un bilan, on doit demander aux personnes qui sont concernées. Et c'était très intéressant de demander aux personnes concernées ce qu'elles en avaient pensé. Sur les personnes, 30% dans ces MPO avaient obtenu satisfaction. Donc, on s'était dit, donc ils avaient obtenu, si jamais il y avait des indus, plus d'indus, ou reconnaissance que c'était une erreur et pas une fraude. Voilà. Donc on s'est dit, ces 30%-là, ils vont être contents. Et en fait, on a eu un taux de satisfaction à 60%. Dedans, il y avait 30% à qui ont été contents parce qu'on leur avait expliqué pourquoi il n'y avait pas droit. Donc il y avait juste eu quelqu'un pour leur expliquer quel était le droit et pourquoi ils n'avaient pas bénéficié de telle aide ou pourquoi ils avaient tel indu. Et je trouve que ça nous redit quelque chose de l'être humain, de quelqu'un qui explique et de la pédagogie. Voilà. Je vais rebondir sur vos derniers propos. Est-ce que vous pensez que si dans chaque démarche, on avait un conseiller référent ou quelqu'un qui décroche au bout de, je ne sais pas, le 3e, tapé 1, tapé 2, tapé 3 ou de la première démarche, est-ce que pour vous, ça changerait tout?
Mais du coup, ça demanderait à chaque administration ou agence de revoir son organisation. Et pensez-vous qu'il serait bon d'avoir des engagements de service en termes de réponse à apporter qui soient affichés et clairs, en fait, pour que les personnes puissent avoir une vraie qualité de service public? Je pense que c'est très important pour les personnes, quand elles reçoivent un courrier, qu'elles ne le comprennent pas, qu'elles puissent joindre la personne qui traite leur dossier. Et c'est des gros inconvénients, on le redit, des France Service, c'est qu'ils n'ont pas accès au dossier. Au bout d'un moment, il y a besoin de quelqu'un qui a traité votre dossier et qui ne soit pas tout le temps une personne différente quand vous appelez, que vous venez sur place. Vraiment, nos recommandations, c'est le guichet ouvert, et de pouvoir aller voir quelqu'un, et au téléphone, quelqu'un qui traite le dossier. Parce que les plateformes téléphoniques ne sont pas une solution. Et d'abord, dans l'enquête que vous avez citée, qu'on avait menée sur les plateformes téléphoniques, il y avait beaucoup d'erreurs dans les informations qui étaient données sur ces plateformes et qui, évidemment, induisaient les personnes en erreur. Donc ça, je pense qu'on réinsiste sur la question de l'accueil téléphonique et physique. Tu veux peut-être compléter ? Oui, en 2 points. Le premier, c'est effectivement, pour aller dans ce sens, nous, la façon dont on résume la recommandation en ce sens, c'est de prévoir un accès omnicanal. Omnicanal, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement que vous pouvez faire la démarche par différents canaux, le courrier, le papier au guichet, la présence, le téléphone lorsqu'il s'agit seulement de donner une information, ou l'Internet, mais aussi que vous pouvez retrouver sur un canal ce que vous avez déposé sur l'autre, et de même que du côté de l'administration, il y a cette circulation de l'information entre les différents canaux de communication. Il y a des services privés ou publics qui mettent en place cette chose-là et d'autres qui y vont. C'est ce qui nous paraît être, j'allais dire, la version 21e siècle de l'adaptabilité des services publics. Et ça, c'est quelque chose qui est très exigeant, effectivement. Nous, on n'est pas là pour prescrire exactement à l'administration comment elle doit s'organiser pour atteindre cet objectif-là. Ça ne veut pas forcément dire avoir mon conseiller personnel au bout du fil. L'organisation niveau 1, niveau 2, niveau 3, elle est sans doute pertinente en termes d'efficience. Il ne s'agit pas d'aller tout de suite avoir le technicien, mais que chaque niveau d'interaction soit satisfaisant. Et c'est vrai que ce qu'on voyait avec l'enquête sur le téléphone montrait que même sur des niveaux extrêmement simples, on avait aujourd'hui un accès qui n'était pas complètement satisfaisant. Et j'en suis vraiment confus, mais je vais vous reparler un instant de droit des étrangers, pas pour vous parler des étrangers, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, en termes de jurisprudence et de garantie des droits, la question que vous vous posez, c'est sur ce terrain-là qu'elle se joue. Parce que, et sur 2 terrains, notamment sur celui-là, parce que vous avez, depuis la décision du Conseil d'État de 2022, sur ce sujet, une décision juridictionnelle qui dit oui, l'administration peut dématérialiser exclusivement certaines démarches, mais à certaines conditions. La condition, c'est un accompagnement pour les personnes qui n'arrivent pas à effectuer la démarche en ligne et un accès à une solution de substitution pour celles qui n'y arrivent pas avec cet accompagnement-là. Or, le Conseil d'État dit quoi? Il dit oui, il faut le prévoir pour ces démarches-là parce qu'elles sont sensibles et complexes. Sous-entendu, pour des démarches qui ne le sont pas, comme par exemple s'inscrire en master, je laisse chacun juger si c'est sensible ou complexe, là, on peut prévoir de l'entièrement dématérialiser sans cet accompagnement et sans cette substitution. Et donc, l'une des questions que vous posiez dans le questionnaire que vous nous avez adressé, c'était est-ce qu'il faut une disposition législative sur le sujet? On voit aujourd'hui qu'en l'absence de disposition législative sur le sujet, on a une jurisprudence qui considère que selon la complexité de la démarche, il faut ou non garantir différents accès aux usagers de différents services publics. Il nous semble que par rapport à l'objectif d'un accès multicanal ou omnicanal, si on est encore plus exigeant, de tous à tous les services publics, il faut nécessairement quelque chose de plus que ce qui est reconnu dans ce cadre-là. Sans compter que, et je m'arrête, l'effectivité de ce qui a été décidé dans la décision du Conseil d'État, c'est-à-dire l'accès par les ressortissants étrangers qui ont des démarches sur la nef aux solutions d'accompagnement et aux solutions de substitution, cette effectivité, dans plein de départements, elle consiste en un grand point d'interrogation, voire présente de grandes difficultés. Donc, au-delà de l'intérêt pour tel ou tel public, il y a un terrain aujourd'hui de crantage juridictionnel, jurisprudentiel du droit d'accès aux services publics qu'il ne faut pas, à mon avis, laisser de côté. À mon avis, révélateur des risques qui peuvent se produire pour le reste de la population. Franchement, je pense que ce qui se passe pour les étrangers peut se passer exactement de la même manière pour les Français dans leur rapport au service public. Est-ce qu'il y a, de la part de mes collègues, d'autres questions? On va s'achever. Je n'ai pas entendu.
Oui. Alors, il y a quelqu'un qui a dit une fois, il faut savoir arrêter une grève, donc il faut savoir aussi arrêter une réunion. Simplement, sans relancer le débat, si je me base sur ma permanence sur la métropole de Lyon, moi je suis essentiellement sollicité pour les renouvellements de cartes de séjour. Ça, c'est une réalité. Puis pour les OQTF, avec des situations extrêmement complexes. Et on essaye de se dépatouiller avec tout ça. Cela dit, c'est vrai que ça nécessite un sujet à part entière. Je vois bien le débat actuel par rapport aux immigrés et aux jeux politiques. Néanmoins, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a l'intention de faire un certain nombre de PR. Et objectivement, si demain on ne fait pas appel à la manœuvre étrangère, on s'en sortira pas. Donc on a intérêt, me semble-t-il, à améliorer la situation que vous avez évoquée par rapport aux travailleurs étrangers. Cela dit, par rapport à notre mission, on a considéré que c'était un sujet à part entière. C'est pas pour ne pas pouvoir l'aborder, mais le sujet se posera. Après, il me semble que vous l'avez dit un peu, petit à petit, on est en train de transformer les citoyennes et les citoyens à tout faire, quoi. On a l'impression d'être rentré dans une grande surface et on met dans les rayons et on prend dans les rayons et à la sortie, on va soi-même aller appuyer sur la machine pour régler. Il y a un problème de ce côté-là. Après, vous avez aussi, me semble-t-il, insisté sur le fait qu'il faut toujours que la citoyenne et le citoyen, quand il a une difficulté, puisse avoir une personne en direct. Alors moi, j'ai une expérience dans un autre domaine, qui est celle de l'information routière. Et quand on avait une crise, je renforçais la réponse téléphonique, au moins pendant 1 heure. Parce que dans cette heure-là, j'avais à peu près les 90% des questions qu'on allait nous poser. Et après, on bénéficiait d'un système IA, alors on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, pour faire de la réponse automatique. Mais néanmoins, on gardait la possibilité à ceux qui appelaient de pouvoir avoir un gendarme ou un policier pour répondre à son interrogation. Et ça contribuait forcément à mieux régler les problèmes de crise routière. Voilà, moi, je voudrais vous remercier et à la fois... pardon ? Ah, j'ai oublié ta question. Alors bon, décidément, ma chère, j'ai cru que tu l'avais posée. Non, en fait, je voulais rebondir. On a beaucoup parlé des services publics, mais au sens de l'État. Et en fait, l'omnicanal ne peut-il pas poser de soucis au niveau des collectivités territoriales? Parce que du coup, on ne peut pas avoir le même niveau de réponse sur une collectivité territoriale qu'on va avoir sur une agence d'État ou sur un service public d'État. Et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez 340 défenseurs sur tout le territoire. 630, pardon. Et, mais il y a également 2800 et quelques maisons France Service. Il n'y en a pas partout. Est-ce qu'il y a des territoires où il y a plus de problématiques que d'autres parce qu'il n'y a pas de France Service? Et quelles sont sur ces territoires-là vraiment les difficultés les plus prégnantes, en fait? Et après, j'aurais terminé. Je pense que dans les Outre-mer, on manque de France Service. Dans les quartiers défavorisés, dans les banlieues, il y a des endroits aussi où on manque de France Service. L'ensemble du territoire n'est pas encore totalement couvert. Et puis votre question d'avant... Ah oui, alors que Daniel répondra, complétera, mais moi, je veux dire, ce que ça fait comme écho pour moi, c'est que les espaces France Service, ils sont financés par qui? Ils sont, voilà, une partie par l'État, l'État apporte. Mais donc, en fait, on fait penser aux collectivités territoriales un accès à des services publics comme la CAF et l'assurance maladie. C'est ça la réalité pour l'instant de ce qu'on demande aux collectivités territoriales. Est-ce que tu veux compléter? Et en complément, si j'ai bien compris votre question, la question de l'accès aux services publics des collectivités locales, honnêtement, à partir des statistiques qu'on a chez nous, c'est plutôt les bons élèves. En termes d'accès du public aux démarches, les mairies ne présentent pas pour nous de grandes difficultés. On peut nous saisir d'un litige avec un maire sur le fond s'il y a un désaccord sur un permis de construire un chemin rural, tout ça. Là, c'est notre métier normal, si je puis dire. Mais la question de l'accès même aux services, c'est plutôt les grands réseaux nationaux
pour lesquels on va rencontrer des difficultés et sur lesquels, comme disait la défenseur, on demande aux collectivités de financer l'accès aux services nationaux. Localement, il peut y avoir des sujets sur les départements, sur les régions, mais globalement, c'est pas là que la question de l'accès physique et de l'accès à une personne est, à ce stade, on verra dans l'avenir, le plus prégnant. Et souvent, travail remarquable des secrétaires de mairie sur la façon d'aider. Je vous donne un exemple en Corse, dans des villages reculés, où les gens appellent notre délégué. Le délégué dit non, vous n'avez pas besoin de venir jusqu'à Ajaccio. Dites-moi quel est votre problème. Vous allez aller voir la secrétaire de mairie. Je l'appelle tout de suite. Elle va vous scanner toutes les pièces. Elle va tout m'envoyer. Je vais intervenir auprès du service public en question et je vous rappelle et je vous réponds. Et donc, il n'a pas à faire les 50 km, 100 km dans des petites routes de montagne. Et il arrive à régler. Et tu sais qui c'est. Nos délégués sont inventifs. Bien, Nadège, c'est bon. Donc, moi, je voulais vous remercier, Madame Hénon, Monsieur Agazaski et Monsieur Touron, de votre présence, de nous accorder du temps. Et je pense que mes collègues ont ressenti comme moi, à travers vos interventions, tout le sens humain que vous mettez à vos missions. Merci beaucoup.